Je suis tombé sur cette vidéo qui m'a un peu trigger. On est le 6 novembre 2024. Donald Trump vient de remporter l'élection présidentielle américaine pour la seconde fois. Et ce soir-là, l'un de ses plus fidèles soutiens fait le show sur scène. I want to thank some people real quick. I want to thank the Nelk Boys, Aiden Ross, Theo Vaughn, Bustin' with the Boys, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. Alors, il faut analyser cette image. Lui, c'est Dana White, c'est le boss de l'Ultimate Fighting Championship, la plus grande ligue américaine de MMA. Et derrière lui, à l'évocation de ces noms, Trump sourit. Ils ne sont ni conseillers politiques, ni stratèges de campagne. Alors, qui sont ces mecs qui ont l'air d'avoir joué un sacré rôle dans le retour de Trump à la Maison-Blanche? Why have a belief as to whether or not global warming is real or not real? I'll sit down with any world leader in the world. I agree. I mean, my dream guest is Kim Jong-un. I didn't even, when I was growing up, we didn't even really believe in Canada. That's how you know how bad this world is getting, Chad. How is that being brainwashed? There's two genders. There's two fucking genders. Les amis, vous les connaissez déjà sûrement, cette vidéo existe grâce au soutien de Odoo. Odoo, c'est un logiciel tout en un qui centralise plus de 45 applications pour vous aider à gérer votre activité. La gestion de projet, les recrutements, les ventes, les stocks et bien plus encore. Bref, tout est réuni au même endroit pour votre activité et pour votre équipe. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'application Facturation. L'app Facturation vous permet en quelques clics d'identifier votre client, d'ajouter vos produits ou services, de définir les modalités de paiement, votre prix et le tour est joué, vous envoyez la facture directement depuis votre application. Vos clients auront accès à un portail où ils peuvent régler la facture directement en ligne avec leurs moyens de paiement préférés comme Stripe ou PayPal. Et ça, c'est bien pratique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné, mais quand je me suis lancé en indépendant, qu'est-ce que j'en ai fait des factures sur Word? Et je peux vous dire, c'est très chiant. J'aurais adoré avoir un outil comme celui-là. Vous pouvez suivre vos échanges grâce au chat intégré qui comporte un historique détaillé des activités. Vous pouvez également avoir une vue d'ensemble sur tous vos paiements. Et Odoo va encore plus loin. L'app vous permet aussi de gérer vos notes de crédit et vos factures fournisseurs et d'automatiser le suivi des paiements en connectant votre banque. Et puis, bon à savoir, la facturation électronique va devenir obligatoire en Europe. En France et en Belgique, ce sera le cas en 2026. Mais Odoo a tout prévu et intègre déjà PayPal, un réseau sécurisé permettant d'envoyer et de recevoir des factures à travers toute l'Europe. Odoo vous offre la première application avec support et hébergement illimité. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir accès à toutes les apps des 19,90 € par mois. Je vous mets le lien en description. Avant de rentrer dans le détail de qui sont ces influenceurs pro-Trump, je veux juste reposer quelques bases. De plus en plus d'études le montrent, et comme d'hab, tout est sourcé dans un document en description si ça vous intéresse, les prises de position à l'extrême droite du spectre politique deviennent mainstream. Je vous prends l'exemple du mouvement QAnon, cette mouvance conspirationniste d'extrême droite venue des États-Unis, selon laquelle il y aurait une guerre secrète entre Donald Trump et des élites implantées dans le gouvernement, qu'ils appellent aussi le Deep State. Et ces élites seraient aussi présentes dans les milieux financiers et dans les médias, et elles commettraient carrément des crimes pédophiles, cannibales et sataniques. Selon QAnon, Donald Trump serait donc le héros chargé de mener cette guerre. Mais pourquoi je vous parle de ce truc? Eh bien parce que là où 40% des Américains rejetaient complètement la thèse QAnon en 2021, ils ne sont plus que 29% en 2023. En seulement 2 ans, l'acceptabilité d'adhérer à la théorie conspirationniste QAnon a donc très fortement progressé. À force de les répéter, ces discours, ces théories finissent par sembler moins extrêmes, plus acceptables. Et peu à peu, en fait, c'est tout le débat public qui se radicalise. Et ce concept a un nom, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. En gros, la fenêtre d'Overton, c'est une fenêtre, comme ça, et quand on l'ouvre, on trouve à l'intérieur tout ce qui est acceptable de dire dans le discours médiatique et politique, et à l'extérieur, toutes les idées qui sont tellement extrémistes ou choquantes qu'elles sont considérées comme inacceptables. Mais le petit twist, c'est que cette fenêtre d'Overton, contrairement à celle que vous avez chez vous, elle est pas figée. Quand une personnalité politique s'exprime, elle peut repousser les limites de ce qui était jusqu'à présent acceptable, et au fil du temps, ce qui était à l'extérieur de la fenêtre se retrouve finalement à l'intérieur. C'est comme ça que la fenêtre d'Overton s'ouvre et qu'une idée inacceptable devient d'abord controversée, puis discutable pour au final devenir une position tout à fait entendable dans le débat public. Aux États-Unis, il y a un mouvement qui participe grandement à décaler cette fenêtre d'Overton vers la droite du spectre politique. C'est ce qu'on appelle l'alt-right pour Alternative Right, la droite alternative quoi. L'alt-right en gros c'est une convergence de mouvements tous d'accord pour rejeter le politiquement correct et l'establishment, en gros les élites politiques, médiatiques et financières qui constituent le système, un système qui selon eux défend tous ceux avec quoi l'alt-right est en désaccord, le féminisme, le multiculturalisme et plus globalement les idées progressistes. Et un mec qui incarne bien ça, c'est évidemment lui. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it
exists for only one reason, to protect and enrich itself. Si Donald Trump ne se revendique pas de l'alt-right, c'est important de le préciser, il embrasse pourtant tous les thèmes du mouvement. Et donc, dans la campagne présidentielle américaine en 2024, il y a un truc qui va changer, c'est que Donald Trump parvient à mobiliser de nouveaux relais d'influence, ce qu'on appelle les bros. Les bros, ce sont des hommes, jeunes, ultra connectés sur les forums et les réseaux sociaux, qui se rassemblent autour d'un imaginaire viriliste à base de grosses séances de muscu, de blagues et d'insultes misogynes. Totalement ma cam, quoi, et leur point commun tient en un constat. À cause des féministes, à cause des progressistes, de ceux qu'ils appellent les woke, et plus largement à cause de la gauche, les hommes perdent leur place dans la société. Je pense par ailleurs que c'est important de préciser que woke, au départ, ça voulait juste dire être éveillé aux injustices, comme le racisme ou le sexisme, mais bon, aujourd'hui, le terme woke, il est surtout utilisé dans le débat public pour dénoncer un excès de politiquement correct. Pour les bros, donc, on ne peut plus rien dire. Et pendant l'élection présidentielle américaine de 2024, ce soutien des bros va jouer un rôle hyper important dans le vote des jeunes hommes pour Trump. Selon le Pew Research Center, pendant que 37% des femmes de moins de 30 ans votent pour Donald Trump, les hommes du même âge le soutiennent à 49%. C'est 12 points de pourcentage de plus et c'est pas du tout anodin. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Pourquoi les jeunes hommes ont plus voté pour Trump que les jeunes femmes? Eh ben je vais vous le dire, mais avant de rentrer dans le détail, j'en profite pour vous rappeler de bien penser à vous abonner, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et celui de mon équipe. Voilà, ça c'était mon petit move de forceur, mais donc déjà, entre 2016 et 2024, la situation sociale et économique des jeunes hommes américains s'est aggravée. Selon les études, les jeunes hommes états-uniens sont moins diplômés que les femmes, plus souvent au chômage, et même avec un diplôme, ils ont plus de mal à trouver un emploi qui leur convienne. De quoi nourrir un sentiment de détresse qui est ensuite récupéré sur ce qu'on appelle la manosphère. La manosphère, c'est cette nébuleuse de forums, de contenus, d'influenceurs qui transforment ce malaise des jeunes hommes en idéologie politique conservatrice et misogyne. Alors que les discours progressistes résonnent souvent avec « Vous n'avez pas de problème, vous êtes le problème ». La manosphère, et à travers elle, l'alt-right, les accueille à bras ouverts et leur donne la sensation d'être enfin compris, enfin écoutés. Bon. Vous allez me dire, ok, mais tout ça, c'est pas nouveau, et c'est vrai. La manosphère, elle existe depuis le début des années 2010, sur des forums comme 4chan par exemple. Mais ça restait jusque-là une histoire d'initiés. Mais en 2020, avec les différents confinements imposés par la pandémie de Covid-19, cette manosphère va véritablement exploser, notamment grâce aux réseaux sociaux et aux podcasts. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on a pas mal dit que l'élection américaine de 2024, c'était la podcast election. Qu'en gros, c'est les podcasts qui avaient permis à Donald Trump de plier le game sur Kamala Harris. Faut dire que pendant sa campagne, le candidat républicain a participé à une vingtaine de podcasts différents. Trump apparaît alors sur YouTube, sur Spotify, en live sur Kick, et cette présence lui permet de ratisser large et de séduire un électorat plus jeune, tout en se détachant des traditionnelles émissions de télé, les fameux late show américains, jugés beaucoup trop favorables aux démocrates. Speaking of President Trump, after not being seen in public for several days, today he appeared in the Oval Office, which means it's 6 more weeks of dictatorship. Lui, c'est Jimmy Fallon, l'un des animateurs télé les plus connus aux États-Unis, et il incarne parfaitement cette domination des idées démocrates à la télé et dans la culture mainstream américaine. Donald Trump, c'est clairement pas le plus grand fan des late shows, si bien qu'en septembre 2025, le président américain va jusqu'à féliciter la chaîne de télé ABC pour la suspension de Jimmy Kimmel, l'un de ses animateurs stars. Kimmel avait alors fait une remarque sur un certain Charlie Kirk, mais j'y reviendrai. Face à ces médias traditionnels perçus par les républicains et les bros comme verrouillés à gauche, Internet apparaît comme la solution. L'opportunité de remplacer des présentateurs poussiéreux par des podcasteurs et des youtubeurs nouvelle génération, surfant sur des algorithmes qui adorent la radicalité, moins soumis au politiquement correct, aux règles des médias tradis et à leurs filtres, et où, vous allez voir, les animateurs offrent vachement moins de contradictions. S'il fallait désigner le bro originel, ce serait sûrement lui. They talk gobbledygook, and then they die. Females don't have independent thought. They don't come up with anything. They're just empty vessels, waiting for someone else to install the programming. Alors avec un peu de chance, vous n'avez jamais entendu parler de cet homme. Ce mec, c'est Andrew Tate, c'est un ancien kickboxer britanno-américain qui devient, dans les années 2020, l'un des premiers porte-parole de cette masculinité dominante et décomplexée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Le projet de Tate est simple, apprendre aux jeunes hommes qui se sentent à l'écart de la société
comment devenir riche, musclé et discipliné. Bref, comment survivre dans ce monde qui leur veut du mal. Un monde qui est quand même pas trop mal pour Tate, car il transforme tout ça en véritable business. Et oui, en 2021, il fonde la Hustler University, littéralement donc l'université des battants, et Andrew Tate multiplie les apparitions sur YouTube où il dénonce régulièrement le système qu'il appelle aussi la matrice. Financial system's a lie, judicial system's a lie, medical healthcare's a lie. It's all a lie. It's all a scam. Just go to work, pay your taxes. That's why I call it the Matrix. Tate, c'est l'un des premiers à avoir vraiment montré comment on peut capter l'attention des jeunes hommes en mélangeant provocation, idéologie, business et insultes. Et si jamais l'homme vous semble encore un peu sympathique, c'est certainement le moment de vous dire que, pour Tate, les femmes ont, par exemple, une part de responsabilité dans les viols qu'elles subissent et que les hommes, toujours selon lui, doivent les contrôler. En 2022, Andrew Tate, il est carrément arrêté pour trafic d'êtres humains et viol dans son pays de résidence, la Roumanie. Et selon le Financial Times, s'il est libre aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à un certain Richard Grenell, un proche de Donald Trump, qui interviendra auprès des autorités roumaines pour l'aider à partir vers les États-Unis, et ce, malgré les poursuites judiciaires. L'entourage de Donald Trump a nié une quelconque implication dans cette histoire. Enfin, il faut quand même bien dire qu'il existe une alliance idéologique entre Andrew Tate et le camp trumpiste. Tate est même soutenu publiquement par le fils aîné de Donald Trump. Trump's a hero. Trump has saved the Western world. I don't think enough people understand that if he didn't win, it would have been over for the Western world as we know it. Enfin, Andrew Tate, c'est pas le seul bro à apporter son soutien régulièrement au président américain. S'il est un peu la vitrine choc, volontairement provocateur, il y a aussi des figures plus grand public qui existent. Et parmi eux, impossible de passer à côté du plus puissant en portée médiatique en tout cas. Je veux parler ici du célèbre Joe Rogan. We're rolling. Good to see you, sir. Here we go. Joe Rogan, c'est un humoriste et ancien commentateur de MMA qui anime aujourd'hui tout simplement le podcast le plus écouté au monde, The Joe Rogan Experience. En 2024, il signe un contrat colossal estimé à 250 millions de dollars avec Spotify pour diffuser son contenu. Here we go. Money talk. Et pour écouter Rogan, faut en avoir envie. Ces discussions fleuves durent souvent plus de 3 heures et rassemblent chaque semaine des millions d'auditeurs. Et ouais, je dis bien auditeurs et pas auditrices, parce que son audience, à Joe Rogan, elle est composée à moitié de jeunes de 18 à 34 ans et elle compte surtout 81% d'hommes. En fait, pour beaucoup de ces jeunes hommes états-uniens, Joe Rogan, c'est plus qu'un animateur de podcast, c'est une figure paternelle dont ils apprécient le franc-parler. Dans ses podcasts, Rogan, il prend position contre le courant woke, il décourage la vaccination des jeunes contre le Covid-19 et surtout, il accueille un tas d'invités conspirationnistes. Nuclear bombs actually don't exist. That they never actually figured it out, but they realized that the threat of nuclear bombs is good enough. Are there any legitimate eyewitness accounts of Hitler in South America? Or potentially legitimate? Absolutely, potentially. Whoa. Yep, but there's no evidence that in fact, I think we've kind of given up on the idea of evolution. The theory of evolution as articulated by Darwin is kind of not true. Joe Rogan, c'est une véritable porte d'entrée vers des contenus plus radicaux. C'est ce que le chercheur Luke Moon appelle le pipeline de l'alt-right. En fait, à partir de contenus assez modérés, les algorithmes des réseaux sociaux entraînent petit à petit le spectateur vers des vidéos de plus en plus radicales et de plus en plus militantes. Et ce pipeline, il arrose un paquet de gens. Quand Joe Rogan reçoit Donald Trump à quelques jours de l'élection de 2024, l'interview fait pas moins de 26 millions de vues en seulement 24 heures. One of the beautiful things about you is that you freeball. Like you get out and you do these huge events and you're just talking and you're making. We've highlighted you on the show many times when you did this Biden impression where he's walking around, he doesn't know what he's doing. It's funny. It's stand up. It's funny stuff. Ouais, pour la contradiction, on repassera et pour le fact-checking aussi d'ailleurs. Pendant les 3 heures d'entretien, Donald Trump lâche pas moins de 32 fake news et Joe Rogan ne le reprend jamais. Quelques jours après cette interview, l'animateur du podcast le plus écouté au monde incite directement à aller voter pour Donald Trump. C'est d'autant plus important que maintenant, le roi du podcast a des héritiers. Par exemple, ce mec. Ce mec, c'est Theo Von, un humoriste aussi le plus excentrique que Joe Rogan, moins en colère, plus perché, toujours un peu high, même, on va se le dire.
Et du coup, on s'en méfie pas de Theo Von. Et pourtant, ces deux-là touchent un public de plus en plus large. Mais si eux décident de s'adresser au grand public, d'autres vont décider de viser des communautés plus spécifiques. C'est le cas de Candace Owens, qui du coup serait plutôt une cis plus qu'une bro. Owens, c'est une commentatrice politique qui veut pousser l'électorat afro-américain à voter pour Trump. We're happy. Trump survived all of this. I mean, he's a legend. There's no other way to put it. He survived the smears, the libels, the Me Too cases from the 90s, the 80s, the 2 assassination attempts. En France, on a surtout découvert Candace Owens à travers l'affaire Brigitte. Cette théorie complotiste selon laquelle Brigitte Macron, la femme du président de la République en France, serait née homme et serait en fait son propre frère, Jean-Michel Trogneux. Owens a massivement relayé cette théorie au point que le couple Macron a porté plainte en diffamation contre elle aux États-Unis. Mais avant ça, Candace Owens, elle se fait connaître pour sa critique du mouvement Black Lives Matter, un mouvement né en 2013 pour dénoncer les violences policières et le racisme systémique contre les Afro-Américains. Pour Owens, il s'agit d'un mouvement frauduleux qui cherche à diviser volontairement les États-Unis. En 2018, elle lance aussi le Blexit, contraction de Black et Exit, avec l'idée de pousser les électeurs afro-américains, historiquement proches du Parti démocrate, à rejoindre le camp républicain. The governments were the ones that created the problems for Black America, right? The Democrats, the left, they enslaved Black America. En 4 ans, le pourcentage d'Afro-Américains qui votent pour Donald Trump double, passant de 8% en 2020 à 15% en 2024. Alors bien sûr, c'est plurifactoriel, mais Owens devient petit à petit une figure incontournable dans les médias américains de droite, jusqu'à commenter l'actualité sur The Daily Wire, un média conservateur cofondé par le commentateur politique Ben Shapiro. Bon, Candace Owens se fera virer en 2024 pour avoir tenu des propos antisémites, mais ça ne l'empêche pas de poursuivre son activité sur les réseaux sociaux. Sa chaîne YouTube dépasse aujourd'hui les 5 millions d'abonnés et reçoit d'ailleurs des visages tristement familiers. I find it extremely weird that you see these men who are begging for a female president. I mean, it just feels gay. It's gay. It's gay. Very gay. I want a woman to be my boss. Like, it's just gay. It's just gay. I don't know what else to say. Bon, mais ce choix-là de Donald Trump de se montrer aux côtés de tous ses créateurs, ses bros, il vient d'où? Parce que, ok, les politiciens, ils savent aujourd'hui qu'ils doivent utiliser les réseaux sociaux, mais comment est-ce que cet homme de 79 ans sait ce qui est hype et ce qui ne l'est pas sur YouTube et Spotify? Eh ben, parce que Donald Trump, il est particulièrement bien conseillé par quelqu'un de très proche de lui, et peut-être même de plus jeune que vous. Son 3e fils de 19 ans, Barron Trump. Barron, il est en plein dans la Gen Z, et c'est lui qui gère une bonne partie de la stratégie de communication de son père, et choisit les formats sur Internet auxquels il participe ou pas. Il y a de fortes chances, par exemple, pour que ce soit Barron Trump qui est conseillé à Papa Trump de s'inviter chez les Nelk Boys à 10 jours de l'élection présidentielle américaine. Nelk Boys, si vous ne les connaissez pas, c'est un groupe de youtubeurs plutôt connus pour leurs vidéos de divertissement qui se lancent dans la politique en 2024 avec l'initiative Send the Vote, une campagne qui a pour but d'encourager les jeunes à aller voter. So guys, I know a lot of you guys are passionate like us about what needs to be done, but we can't just be talking about in person or posting on social media or complaining with our buddies. Every single person's vote is gonna need to be counted. So, if you guys aren't registered, get registered and make sure you vote. S'ils sont plutôt habitués aux blagues et aux canulars, avec Send the Vote, les Nelk Boys franchissent un cap politique. Car si dans le discours leur histoire semble plutôt neutre, en réalité, les mecs tournent quand même à bord de l'avion de Donald Trump et affichent clairement une forte sympathie pour le président américain. Et les Nelk Boys, c'est pas les seuls à mettre en place des stratégies pour motiver les jeunes à se rendre aux urnes. Il y a un autre homme qui, lui, agit dans la vraie vie et qui va mobiliser les foules pour Donald Trump. Cet homme, vous en avez certainement entendu parler ces derniers mois, c'est Charlie Kirk. If I see a black pilot, I'm gonna be like, boy, I hope he's qualified. I can wear blackface. Do I become black? No, of course not. Oh, so wait, hold on. Then a man dresses like a woman, why does he become a woman? So you're comparing abortion to the Holocaust? Absolutely I am. In fact, it's worse. It's worse. Charlie Kirk, c'est le cofondateur de l'association Turning Point USA, un collectif qui a pour but de mobiliser les étudiants conservateurs sur les campus des universités. Le constat de Turning Point, il est simple, les universités américaines seraient contrôlées par les démocrates, et donc pour y remédier, Charlie Kirk organise des débats directement sur les campus des facs, sous une tente marquée « Prove me wrong », littéralement « Prouvez-moi que j'ai tort ». Et ainsi, les étudiants conservateurs comme démocrates se succèdent pour tenter de débattre avec lui. Et je dis bien tenter, parce qu'en vrai, entre un étudiant mal préparé et un débatteur surentraîné, le débat, il est jamais vraiment équilibré.
La stratégie de Kirk pour faire le buzz est orchestrée au millimètre près. Chaque débat est filmé puis redistribué en dizaines de clips sur TikTok ou YouTube. En 2016, Charlie Kirk lance aussi la Professor Watchlist, un site qui dénonce les professeurs accusés d'être hostiles aux étudiants conservateurs et accusés de diffuser des idées woke dans leurs cours. Très concrètement, il listait des noms puis lançait des vagues de cyberharcèlement contre ces personnes sur les réseaux sociaux. Kirk développe lui aussi une véritable stratégie électorale pour ramener Trump à la Maison-Blanche. C'est comme ça qu'en 2024, il lance l'opération Chase the Vote en Arizona, dont le but est d'identifier les électeurs républicains qui n'ont pas voté, de les contacter un par un et de s'assurer qu'ils déposent bien leur bulletin dans l'urne. Jusqu'à il y a quelques mois, Charlie Kirk, c'était une figure montante de ces bros qui entourent Donald Trump, mais si vous avez entendu son nom dans la presse récemment, c'est que le 10 septembre 2025, tout va brutalement s'arrêter. On est dans la ville d'Orem, sur le campus de l'université Utah Valley. Et comme à son habitude, Charlie Kirk organise un événement public. Et alors qu'il est en train de répondre à une question sur les fusillades aux États-Unis, il est soudainement abattu d'une balle dans le cou. L'image est choquante, le symbole catastrophique pour l'état de la démocratie américaine. C'est un véritable séisme qui secoue le pays et les conservateurs du monde entier. Les réactions fusent de toutes parts. Charlie Kirk est progressivement érigé en héros de la lutte du mouvement MAGA, Make America Great Again. Il devient un martyr pour le camp républicain et sa mort marque surtout un tournant, celui du passage des bros de la catégorie de simples militants à celle de cible politique avec toute la violence que ça implique. Parce que si la violence politique n'est pas nouvelle aux États-Unis, on voit clairement qu'elle monte en puissance. En fait, de plus en plus, il y a une véritable haine qui s'installe entre les deux camps, républicains et démocrates, où chacun perçoit l'autre comme un danger pour la nation. Et Donald Trump lui-même entretient cette fracture. Bon, mais si Donald Trump attaque la gauche, le président républicain ferait bien de se méfier, car ses soutiens sont bien moins fidèles qu'ils en ont l'air. I'm kind of conflicted about Trump, like with his stance on Gaza, right? To me, that's like. I totally disagree with him on it, and it's like, it's hard to reconcile it. Now that I look back on it, I really, really wish I never got into like politics. I don't regret voting for Donald Trump above Kamala. I think he was the better candidate, certainly a better candidate above Joe Biden. But what I will say is that he's been a chronic disappointment, and I feel embarrassed that I told people to go vote for him. Alors pourquoi ce retournement de veste ? Déjà parce que depuis quelques temps, Donald Trump a un peu dévié de son célèbre America First. En juin 2025, le président américain implique militairement les États-Unis dans le conflit qui oppose Israël à l'Iran. Trump a aussi soutenu Israël dans la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Et cet interventionnisme, c'est pas vraiment ce qu'il avait promis en 2016. We will stop racing to topple foreign and you understand this. Foreign regimes that we know nothing about. That we shouldn't be involved with. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle les bros se désolidarisent du président américain. Écoutez ce que dit Joe Rogan. We thought Trump was going to come in and a lot of things are going to be resolved. Yeah. We're going to drain the swamp, we're going to figure everything out. And when you have this one hardcore line in the sand that everybody had been talking about forever, and then they're trying to gaslight you on that. Cette ligne rouge dont parle Joe Rogan, c'est l'affaire Epstein. En 2019, Jeffrey Epstein, un financier américain, est arrêté pour avoir organisé un vaste réseau de trafic sexuel de filles pour certaines mineures. Jeffrey Epstein se suicide alors en prison un mois plus tard, dans des conditions qui restent assez obscures et qui vont nourrir une avalanche de soupçons et de théories du complot. Quand il est à nouveau candidat à la Maison-Blanche en 2024, Donald Trump promet d'ouvrir les dossiers autour de cette affaire, notamment en sortant une liste secrète de personnalités mises en cause, parmi lesquels il y aurait l'ancien président américain Bill Clinton. Le truc paraît fou, mais une fois réélu à la Maison-Blanche, Trump change complètement son discours et le FBI, la police fédérale américaine, et le ministère de la Justice américaine concluent à l'absence d'éléments nouveaux concernant cette liste secrète. C'est un peu louche, et cette décision paraît d'autant plus suspecte que le président américain figure sur des photos avec Jeffrey Epstein et qu'on découvre qu'il l'aurait même invité à son mariage en 1993. Le 12 novembre 2025, des démocrates publient carrément des mails attribués à Jeffrey Epstein. Le pédocriminel affirme que Donald Trump a passé plusieurs heures chez lui avec une de ses victimes et que, je cite, il savait pour les filles. Sous-entendant donc que Donald Trump était au courant des crimes sexuels organisés
organisé par Epstein. Contrairement à ce qu'il promettait pendant sa campagne, Donald Trump semble donc faire partie de cet establishment contre lequel il se battait. Et toute cette dynamique est très bien expliquée par Mark Fenster, spécialiste des théories du complot. Donald Trump aime utiliser les théories du complot comme un moyen de créer du lien avec les gens, en attisant leurs soupçons envers les élites et le gouvernement. Et il est beaucoup plus facile de faire ça quand on n'est pas au pouvoir. Quand vous devenez président des États-Unis, vous risquez de commettre une erreur, de faire quelque chose d'impopulaire. En accédant à nouveau à la Maison-Blanche, l'ex-mania de l'immobilier devient, par définition, de moins en moins anti-système. Si son discours contre les élites faisait son succès en 2016 et en 2024, aujourd'hui, après 5 ans à occuper le bureau ovale, Trump incarne de plus en plus le pouvoir, qu'il le veuille ou non. En fait, Donald Trump a contribué à créer un nouvel univers politique aux États-Unis qui a favorisé la montée de l'alt-right et suscité la mobilisation des bros sur les réseaux sociaux. Et cette présence en ligne, cette attention des gens pour ce nouveau contenu radical semble bien là pour rester. Car si selon la Constitution américaine, Donald Trump ne pourra plus se représenter comme président en 2028, il y a fort à parier que les bros, eux, continueront de séduire de nouvelles générations d'électeurs avec ou sans lui, transformant au passage la politique non plus en guerre des idées, mais en une bataille pour l'attention. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez aussi retrouver ces vidéos en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez juste à taper Gaspard G. Pensez à vous abonner et si ça vous plaît, à laisser 5 étoiles. Et au quotidien, c'est tout nouveau, je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram où j'analyse l'actualité chaque semaine. Et si cette vidéo vous a plu, je vous conseille d'aller regarder cette interview qui vient de sortir sur ma chaîne où j'ai reçu une survivante de la Shoah qui me raconte sa déportation à Auschwitz-Birkenau.